mais il y a déjà un pouce négatif, comment c'est faisable ça? Oui, mécontent. Bon, écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur notre page Superbac. Au programme de ce soir, ce sera du français avec pour thème la poésie et le théâtre. Donc c'est un live qui concerne plus les premières, mais même si vous êtes en seconde ou même en troisième, vous pouvez participer ou même en terminale pour revoir vos acquis, même si je pense que vous avez déjà beaucoup de révisions. Alors on va vous afficher la liste de nos réseaux sociaux juste ici. Donc vous avez 2 pages Facebook, 2 pages Twitter, une page Insta et une page Snapchat. Suivez-nous bien dans ces 15 derniers jours de révision avant le bac. Alors, donc, comme je vous disais aujourd'hui, du français, donc la poésie, le théâtre, c'est un système de quiz, donc 20 questions-réponses, sous forme, comme d'habitude, de réponses A, B, C, possibilité de réponses multiples ou non. Je vais retrouver Maureen, notre professeure de français. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lui les poser en commentaire. On essayera d'y répondre et on essayera de féliciter tous ceux qui ont bien répondu. Allez, c'est parti. Bonjour Maureen, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Bah oui, ça va bien, écoute, on est parti pour 1 heure ensemble. Oui. On a l'ordinateur juste devant, Mhm. donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On les lit ou même toutes vos réponses. N'hésitez pas à nous faire rire et autres. On peut y aller. Est-ce que tu veux faire une petite intro sur la poésie et le théâtre ou on commence? Juste un tout Ouais. petit mot par rapport aux thématiques que les premières ont par rapport au bac. Donc il n'y a pas une thématique en soi qui s'appelle le théâtre. Autant il y a une thématique les genres de l'argumentation, il y a une thématique la poésie, quête de sens et le roman et son personnage, mais il n'y a pas Ouais. genre le théâtre et la comédie par exemple. Néanmoins, le théâtre, ça peut entrer dans tout ce qui est genre de l'argumentation, donc c'est quand même à ne pas exclure. Donc Ouais, je préférais le complètement. redire pour pas que les élèves pensent bah ça va nous servir un peu à rien, parce que non, ça peut toujours servir. Ok, parfait. Eh ben écoute, On commence. eh ben allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une stichomitie? A. Un lent échange de longues répliques. B. Une figure de style s'appliquant uniquement à la poésie. C. Un échange dynamique de courtes répliques. D. L'absence de répliques dans une scène. Donc on a une proposition qui est plutôt relative à la poésie, alors que toutes les propositions ont l'air plutôt liées au théâtre. Donc dans quel genre on est? C'est aux élèves de voir ça. Bien sûr. Ensuite, voilà, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais qui en soi ne renvoie pas forcément à un concept très compliqué. Donc c'est faisable. On va voir ce que ça donnera de ce côté-là. On dirait un don de dinosaure. Un nom de dinosaure. Ouais, tout. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, certains ont passé leur oral hier. Ah, oral de brevet. Oui, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé. Alors, à l'unanimité, c'est la réponse C. Un échange dynamique de courtes répliques. Ben, a priori, ça me va. Ça te va? Voilà. Si on nous confirme avec la jolie petite couleur verte, c'est mieux encore. Mais oui, voilà, c'est un échange dynamique de courtes répliques qu'on pouvait des fois trouver dans les pièces en vers où, par exemple, si une personne répondait en 12 vers, l'autre personne allait répondre aussi en 12 vers, par exemple. Mais ça s'applique en général maintenant à quand les personnes, peut-être pas en 12 vers d'ailleurs pour que ça soit un peu plus court, mais ça s'applique en général quand les personnes vont se répondre un peu du tac au tac. Ouais. C'est vraiment l'idée, D'accord, c'est pas du tac au tac. pas de problème. Un peu comme nous ici. Voilà. Parfait. Du coup, Allez, question numéro 2. qu'est-ce que l'illusion théâtrale? A. Le fait que la pièce de théâtre prétend être une part du réel. B. Le fait que la pièce de théâtre affirme explicitement ne pas être la réalité. C. Les effets spéciaux que l'on retrouve sur scène. Et D. Une pièce de théâtre écrite par Corneille.
Donc ici, a priori, bon, on est dans le théâtre, hein, il n'y a pas de, Oui. il n'y a pas de suspense de ce côté-là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de troisième qui seraient là sur ce live. Oui. S'ils ont le temps, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de le suivre aussi, ce live, parce qu'il y aura peut-être une ou deux, non, quelques notions qui sont trop compliquées pour eux parce qu'elles sont plus de première, mais c'est toujours bien de prendre Bien de sûr. l'avance et je Prendre pense que un peu d'avance. voilà, ça peut les aider par rapport à la troisième aussi. Exactement. Et puis même, de toute façon, ce live sera disponible tout de suite après en replay. Donc même si à partir de l'année prochaine, vous pourrez le re-regarder en replay librement et autant de fois que vous voulez. Aussi. Du coup, on a Alors. déjà des réponses. Alors ouais, on a déjà des réponses. Même sur Facebook. Alors sur Facebook, c'est partagé entre le A et le B. Et sur YouTube, c'est quand même la A qui prend les devants. Alors, entre le A et le B, je regarde le B, le fait que la pièce de théâtre affirme explicitement ne pas être la réalité. Ah oui, donc on a deux vraiment choses contradictoires en fait, entre le A et le B. Donc, on nous envoie la réponse. Allez. Oui, c'était bien A. Du coup, le fait que la pièce de théâtre prétend être une part du réel. En effet, c'est ça l'illusion théâtrale, c'est le fait qu'on va donner à voir un spectacle et on veut faire croire que c'est comme si tu regardais la réalité depuis ton balcon et que tu vois une scène, tu vois. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Tandis que pour le B, c'est ce qu'on appellera plutôt la distanciation. Donc, c'est quand quelqu'un, un metteur en scène ou un dramaturge, veut bien faire comprendre qu'on est au théâtre, il veut pas qu'on croie que c'est la réalité. Et dans ce cas-là, souvent même, il va jouer avec le public. Donc, c'est tout ce qui est théâtre de rue, c'est tout le théâtre qui va vraiment favoriser l'aparté. C'est en mode un personnage qui s'adressera plus au public. Voilà, donc ça dépend un peu, c'est plus moderne comme posture, la posture B. Allez, c'est parti, on peut passer à la troisième question. Quelles sont les principales règles à respecter dans le cadre du théâtre classique? A. L'absence de monologue. B. Les unités de temps, de lieu, d'action ainsi que la bienséance. C. La multiplicité des personnages. D. L'expression en hexasyllabes. Donc voilà, par exemple, ça pourrait être une notion que certains troisièmes, je pense, n'auraient pas vue. Néanmoins, même si peut-être certains profs, des fois, en profitent pour en parler. Donc là, on est plutôt a priori vraiment dans le programme de première. Il faut connaître ce que seront les unités de temps, la bienséance, ce que c'est un monologue, ce que c'est un hexasyllabe. Donc si certains élèves sont perdus par rapport à ces notions, n'hésitez pas à nous demander. Alors, on avait une question de Manon. Tu parlais tout à l'heure de troisième, qui pouvait plutôt venir. Mais là, on a Manon qui est en seconde et qui dit « Je suis en seconde et j'ai fait le théâtre. Du coup, il y a des révisions en première et des approfondissements. Est-ce que c'est ça ?» Oui, je pense que ce que Manon demande, c'est vu qu'elle a déjà vu le théâtre en seconde, qu'est-ce qu'elle va voir en première en gros. Mais il faut savoir que ce soit du collège jusqu'à la fin des cours de français, donc en première, tu vas toujours voir un peu les mêmes grands genres, théâtre, poésie, etc. Mais en effet, tu vas approfondir, revoir et approfondir. Donc, ne t'inquiète pas, hein, a priori, tu t'embêteras pas en première. Oui. Tu verras des nouveaux textes, des nouveaux concepts. Tu as peut-être pas encore parlé du théâtre de l'absurde, par exemple, dont tu parleras plus particulièrement en première. Ça va aller un peu en se creusant, en devenant un petit peu plus profond. Alors, on a des réponses plutôt variées, mais c'est quand même la B qui revient le plus souvent, à savoir les unités de temps, de lieu et d'action, ainsi que la bienséance. Oui, du coup, moi, je suis d'accord aussi, hein. Donc, en fait, ça, justement, j'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que j'avais pas envie de spoiler. Ouais. Mais l'idée du théâtre classique, c'est aussi de justement favoriser cette illusion théâtrale. Et le théâtre classique se rend compte que si tu fais une pièce où il y a des changements de décor tout le temps, par exemple, le spectateur va bien comprendre qu'il est dans quelque chose d'artificiel, où des personnes changent le décor. Tandis que si tu gardes une unité de décor, tu peux vraiment avoir l'impression que tu es en train de regarder une scène de la réalité. Comme tu le fais depuis ton balcon. Donc voilà. Alors juste, on a une petite question, c'est quoi l'hexasyllabe? L'hexasyllabe, c'est un vers qui a 6 syllabes. Pardon. Donc on peut retenir, si on ne retient pas, l'hexagone, la France, qu'on appelle comme ça, ou en maths, c'est 6 côtés aussi. C'était une question de Laure sur YouTube. Allez, on peut passer à la question numéro 4. À quoi fait référence ce groupe nominal boîte noire? Au Deus ex machina, à l'espace du théâtre, à un type de décor particulier au théâtre romantique?
Donc si par exemple, j'ai oublié le prénom, mais en seconde, c'était... Bon, je me souviens plus, qui nous a posé une question en disant « Ah, est-ce que je vais revoir plus de choses en première ?» À mon avis, en seconde, elle n'a pas encore entendu parler du Deus Ex Machina, excepté si elle a eu des cours de français assez bons. De la même façon, les troisièmes, je ne pense pas non plus qu'ils le sachent. Et les premières, si vous êtes un peu perdu par rapport à cette notion, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, sinon, j'ai pas l'impression que ce soit trop compliqué. Non. Sauf si on connaît vraiment pas ce groupe nominal. Alors, on nous demande au propos des lives, des futurs lives. Alors, on a Histoire Géo demain à 15h et maths à 17h. Si vous voulez venir demain réviser avec nous, donc l'Histoire Géo et les maths dans l'après-midi. Première ou brevet? Non, ce sera bac, il me semble. Oui, première. Pour moi, Oui. pour moi bac, c'est première, mais non, du coup. Eh ben terminale, pardon. Pardon, je vais semer la zizanie. Du coup, on a des réponses A, des réponses D. Peut-être Oui. qu'on a un peu perdu les élèves parce qu'on a un peu moins de réponses de ce côté-là. Ouais. J'ai jamais vu ça en cours. Oui, c'est possible. Du coup, on donne la réponse? Ouais. Voilà, c'est l'espace du théâtre en fait. Il est vrai que c'est possible qu'on ne vous l'ait jamais dit en cours parce que en fait, c'est un terme qui va venir être un synonyme de théâtre. Donc moi, je pensais que c'était important de le dire dans ce live parce que des fois, les élèves vont écrire leur dissertation, etc. Ils vont vouloir faire référence à l'espace du théâtre et ils vont pas arrêter de répéter théâtre. En plus, tu le dis pour le genre, tu le dis pour l'espace. Du coup, c'est un peu lourd dans ta copie. Donc, si vous voulez faire référence à l'espace du théâtre, n'hésitez pas à parler de la boîte noire. En fait, pourquoi on dit boîte noire? Parce que vraiment, quand on entre dans le théâtre, on entre souvent dans un endroit qui va être fermé. Il n'y a pas de lumière, je dirais pas de fenêtre. Et ça fait vraiment penser à une boîte noire. Et après, il y aura les couleurs, tout ce qu'il faut sur la scène. Mais voilà. Allez, on peut passer à la question suivante, la question numéro 5. Qu'est-ce que la double énonciation? A. Le fait qu'un personnage s'adresse à la fois aux autres personnages et au public. B. Le fait qu'un personnage se parle uniquement à lui-même. C. Le fait que les spectateurs interviennent sur scène. D. Le fait qu'un personnage répète ce qu'un autre personnage a dit. Donc ici, beaucoup de choses avec les personnages, une réponse avec le spectateur. On en a une autre aussi qui parle du personnage et du public. Donc l'énonciation en général c'est le fait de dire un énoncé, donc on est bien en effet vis-à-vis de quelque chose qui est lié à la parole. Maintenant, quelle parole à vous de voir? Alors en attendant leur réponse, j'ai une question d'Alison sur YouTube qui nous dit: a-t-on plus de chances d'obtenir une bonne note en dissertation si on gère bien le sujet ou vaut mieux-il prendre le commentaire pour une bonne note? Alors, en général, on dira que, et d'ailleurs tu n'en parles pas dans ta question mais j'en profite, que l'écriture d'invention sera notée avec un peu moins de bienveillance parce que souvent on partira du principe que c'est un peu plus simple. Ça n'est pas forcément plus simple, mais voilà, on attendra vraiment quand il y a une écriture d'invention, vu qu'on est face à un exercice que vous travaillez depuis plus longtemps, des choses plus recherchées et une expression de la langue parfaite. Après, pour le commentaire et la dissertation, ce sont deux exercices tout à fait différents. Donc déjà, moi je conseille d'aller dans le sujet, l'exercice qui vous parle le plus. Bon, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la dissertation, ben, vous zappez la dissertation, mais il faut vraiment regarder les trois sujets et voir ce que vous préférez. Ensuite, si tu as une culture littéraire assez grande et que tu te sens à l'aise quant à l'argumentation, ben, pars plutôt sur la dissertation. Si ce n'est pas le cas, ben, il faudra plutôt partir sur le commentaire, au moins tu peux t'appuyer sur le texte, mais ça veut dire qu'il faut bien analyser le texte, pas faire de la paraphrase, c'est-à-dire juste expliquer ce qu'il dit, et pas faire des hors-sujets non plus. Donc c'est à toi de voir un petit peu comment tu te sens vis-à-vis du texte ou vis-à-vis de ta culture générale. Alors les réponses à ces questions hésitaient entre le A et le D, mais c'est quand même le A qui revient le plus. Et ça me paraît pas mal. Oui, moi aussi je relis le D, le fait qu'un personnage répète ce qu'un autre personnage a dit. Ah oui, en fait ils sont partis sur le mot double et ils ont essayé de comprendre. Ben moi je pense qu'on peut envoyer la réponse et que ça sera A. Voilà.
Exactement. Donc en fait, c'est le fait qu'il faut se souvenir qu'au théâtre, à la fois les personnages vont se parler entre eux, mais évidemment, vu que le public est là, même si le personnage ne s'adresse pas directement à lui en le regardant, le personnage entend ce qui est dit et l'acteur j'ai dit le personnage entend, le spectateur pardon, entend ce qui est dit et l'acteur sait au moment où il déclame ses paroles que le spectateur est là. Donc il y a un certain jeu quand même avec le public et surtout ça va être important dans ce qu'on appelle l'ironie tragique, c'est-à-dire que les spectateurs en savent souvent plus que les personnages. Donc ils peuvent voir venir ce qui va arriver dans la pièce plus vite que certains personnages. Ok. Alors j'en vois beaucoup qui nous demandent des petits conseils. Alors sachez que maintenant sur chacun de nos lives, si vous cliquez directement sur la fenêtre de diffusion, vous avez un petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran et sur ce i en haut à droite de l'écran, vous avez du coup une petite fenêtre qui s'ouvre avec plein de liens. On vous en a mis 3, à savoir des conseils méthodologiques sur l'épreuve de français, ainsi que les cours et les annales corrigées de français que vous pouvez télécharger gratuitement et une petite vidéo de conseils de prof pour être préparé au mieux, mais ça on vous laissera les regarder juste après le live. Mais sachez qu'à chaque fois que vous regardez un live, que ce soit en live ou en replay, on vous offre cette possibilité là aussi. Allez, on passe à la 6e question. Qui est Dionysos? Alors, le dieu de la fête et de la vigne, le dieu de la pluie, le dieu de la beauté ou le dieu des enfers? On va peut-être, les élèves vont se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? On n'est pas en cours de mythologie, mais il y a un petit lien, donc ne vous inquiétez pas. Et peut-être que vous savez, il y a le dieu de la beauté, il pourrait avoir un autre nom. Alors là, on est sur les dieux grecs. Voilà, oui. Pas sur les Romains, on est vraiment sur les Grecs. Oui, sachant que les dieux gréco-romains sont souvent les mêmes, mais vont avoir des noms différents en version romaine, donc latine. Ici, en effet, on est sur le nom grec. Et on a déjà plein de réponses. Oui, bon, ça c'est une notion que vous avez plutôt saisie, mais si vous voulez vous amuser à nous énoncer les autres dieux, si vous les connaissez, notamment je vous mets au défi pour le dieu de la pluie. Je pense que moi je ne le connais pas, mais je pense qu'il y en a peu dans l'assemblée qui doivent le connaître. Donc le premier qui me le trouve, chapeau à lui. À vrai dire, moi j'ai mis... Bon, du coup on est en train de spoiler la réponse, mais du coup moi j'ai mis le dieu de la pluie sans penser à un dieu en particulier. Hein, donc j'ai dit peut-être pas. Donc, alors, faudrait on peut afficher la bonne réponse vu que beaucoup ont donné la bonne réponse. Voilà, le dieu de la fête et de la vigne. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'on l'associera souvent au dieu de la représentation théâtrale aussi, ou plutôt à la limite on pourrait parler du patron, mais car comme il est dieu de la fête, le théâtre en fait dans l'Antiquité va être une fête citoyenne au sein de laquelle notamment on va montrer ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire dans la cité. Et voilà, ce sont des fêtes en hommage à Dionysos. Parfait. Eh bien, on peut enchaîner avec la question numéro 7. Qu'est-ce qu'un quiproquo? A. Un vers de 12 syllabes. B. Une pièce de théâtre particulière provenant d'Espagne. C. Un malentendu basé sur une confusion quant à l'identité d'un personnage, à un lieu, à une action. D. Un type de personnage de la commedia dell'arte. Donc ici on a des choses vraiment assez différentes par rapport aux propositions. Est-ce que c'est plutôt lié à un espace géographique? Est-ce que c'est un malentendu? Est-ce que c'est un vers? Donc, à vous. Alors on nous propose Zeus ou Tlaloc pour le dieu de la pluie. Eh ben merci à vous. D'accord. Alors Zeus, c'est le généraliste, quoi. C'est le père des dieux. Voilà, on va pas dire de bêtises, mais je pense pas qu'on l'ait appelé souvent dans les textes dieu de la pluie. Non. Mais peut-être bien. Faudrait pas dire de bêtises. Sachant qu'on en profite pour dire que souvent dans la mythologie, il y a différentes versions. Hein. C'est pas une mythologie. Hein. En effet, c'est des fables qui ont circulé, etc. Donc il pourrait avoir un texte où on réfère à Zeus en tant que dieu de la pluie. Alors, on nous dit même que Tlaloc est le dieu aztèque de la pluie. Eh bien, j'y ai pensé que ça serait peut-être un dieu... aztèque. Voilà, mais comme on avait dit qu'on était dans la... Et on a Mick sur Facebook qui nous dit Jupiter pour la mythologie
romaine du coup. Ok. Et Mais moi, voilà, ça me disait rien quant à la mythologie vraiment gréco-romaine. À mon avis, ça doit pas être quelque chose de très très reconnu, mais on fait confiance. Par contre, j'ai pensé en effet qu'il y aurait peut-être un dieu aztèque qui serait bien dieu de la pluie. Ça collait totalement plus. Allez, ça c'est plutôt une notion que vous avez bien saisie, à savoir la réponse C. Et oui, Oui, c'était bien ça. exactement. Souvent, les élèves connaissent parce qu'on peut utiliser Ouais. ce mot dans la vie, De tous les jours. de Ouais. tous les jours. Voilà, il y a eu un quiproquo entre nous deux, nanana. Donc on perd pas de temps là-dessus. Bravo à tous. Allez, on passe à la question numéro 8. Quelle est la bonne définition d'un type de personnage? A. Un personnage masculin. B. Un personnage dont les caractéristiques font preuve de nouveauté. C. Un personnage dont certaines caractéristiques majeures se retrouvent dans d'autres personnages d'une œuvre à une autre. D. Un personnage mal construit. Donc, a priori, on est autour du personnage, hein, là. Oui. Alors, Yacine sur Facebook nous dit « Bonjour, moi j'ai eu mon bac, mais je viens de rentrer dans ce live. Bon courage à tous ceux qui sont en train de le passer. » Eh bien, écoute, merci pour tout le monde. Alors, j'avais vu une question aussi concernant... Ah oui, question de la Commedia dell'arte, je n'ai jamais compris. Ah, ok. Est-ce qu'on a une question déjà là-dessus après? Il me semble que non, qu'on l'a en proposition, Ouais. mais pas en question. J'ai pas l'impression non plus. On Alors, peut en parler. la Commedia dell'arte, c'est une comédie qui vient d'Italie, où on retrouvera souvent en fait les mêmes, donc des acteurs italiens, une troupe italienne qui a un petit peu développé ce concept, qui est venue en France. Marivaux s'en est beaucoup inspiré, et en fait on retrouve le personnage d'Arlequin notamment. Donc c'est une comédie qui va utiliser les mêmes patrons, les mêmes schémas pour d'une pièce à une autre. Des fois on disait même qu'il n'écrivait pas la pièce et qu'il la jouait directement, un peu improvisé, mais que étant donné qu'il prenait tout le temps les mêmes personnages et qu'on était toujours dans les mêmes intrigues, une intrigue amoureuse, etc., il savait totalement improviser. Donc on aura Arlequin, on aura souvent la jeune amoureuse et le jeune amoureux, le maître et le valet. Si vous voulez voir en français, vous pouvez, comme je vous disais, Marivaux qui s'est inspiré de la Commedia dell'arte. Donc par exemple l'île des esclaves, c'est la seule qui me vient maintenant, ou la dispute, etc. Ok, donc ça aussi, c'est une notion que vous avez plutôt bien retenue, puisqu'il y a énormément de réponses C. Bravo, bravo, bravo. C'est pas toujours si évident que ça. Non. En fait, non, c'est pas compliqué, mais souvent les élèves oublient un petit peu. Parce que c'est une notion qu'on voit souvent même depuis le collège et que j'ai remarqué qui était assez oubliée. Mais donc bravo à tous. Ok, question suivante. Ah bah, justement, si on parle de la Commedia dell'arte, on vous demande de quel pays ça provient. Ah bah tu vois. Ah oui, juste après, je l'avais pas vu du coup dans ma fiche. C'est dingue. Ouais. Non mais j'aurais pu m'en souvenir. Donc d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou de Grèce, on va pas tarder trop là-dessus. Non. Voilà, ceux qui ont bien écouté, là c'est vraiment du je vérifie si tu as suivi. Alors, Dr Blue Parrot nous dit qu'il n'a pas encore commencé à réviser le bac. Si vous n'avez pas commencé, là ça commence à devenir un poil tendu. Un poil tendu. Le bac de français ou même je suppose qu'il est là pour le bac de français oui. du coup. Donc à la limite, oui, c'est vrai qu'en première, vu qu'il n'y a que deux. Ça dépend des filières. Ah oui, ça dépend des aussi, filières, tout à donc fait. ça dépend. Et puis le bac de français, ça Mais dépend. même, ce serait bien de. Voilà. Ça dépend d'où tu te places aussi. Ouais. Si tu as tout tué toute l'année, bon, ça va peut-être. Sinon, c'est peut-être plus compliqué. Du coup, on Alors, prend... oui, ça. Parce que bon, Oui. on a fait du spoil total, pardon. Yes. Allez, coup- donc c'était. L'Italie, c'est bon à savoir. Oui, tout à fait. On peut enchaîner avec la 10e question. Allez. Alors, pourquoi la pièce de théâtre Cromwell est-elle un texte remarquable? Elle est considérée comme le texte manifeste du romantisme et plus particulièrement du drame romantique. Elle est considérée comme le texte manifeste du classicisme et plus particulièrement du drame bourgeois. Sa préface est considérée comme le texte manifeste du romantisme et plus particulièrement du drame romantique. D. Elle est considérée comme le texte manifeste du classicisme et plus particulièrement du drame bourgeois. On a deux fois la même réponse, non? Non. La B et la D? Ou elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau? C'est les Ah mêmes. oui, c'est la même. Mais du coup, vous n'avez que 3 options. Oui, donc A, B et C.
Mais c'est pas grave du tout. Non. Et puis elles se ressemblent toutes, donc Oui. en soi, c'est... Donc on vous laisse un petit temps pour bien les lire, mais c'est vrai que Exactement. la B et la D se ressemblent un poil. Du coup, faut faire attention, en fait, on vous parle de texte manifeste, donc déjà, il faut savoir ce que c'est. Ensuite, il faut que vous voyez si c'est plutôt texte du manifeste du romantisme ou plutôt du classicisme, et plus particulièrement du drame romantique ou plutôt du drame bourgeois. Voilà où seront les difficultés. Donc, ici, c'est peut-être un petit peu plus pointilleux que certaines autres questions. Mick sur Facebook essaye de tricher en me disant B et D. Eh ben non, c'est pas la B et la D. Je vous en enlève encore une autre. Ça vous laisse la A ou la C. Et oui, donc on est plutôt sur du A ou C, donc plutôt sur du romantisme. Et c'est exactement ce que sur YouTube, c'est les deux qui reviennent le plus, mais le C a tendance à quand même à sortir un peu du lot. Du coup, en effet, les élèves ont bien identifié que Cromwell, Victor Hugo, romantisme, et en effet plutôt réponse C. Parce que c'est plutôt la préface qu'on dit qui est texte manifeste, parce que c'est là-dedans que Victor Hugo va vraiment définir les principes du romantisme et plus particulièrement du drame bourgeois. Cromwell pourrait évidemment en être une exemplification, mais ce n'est pas un texte théorique. Alors, Ripi nous dit même Cromwell, c'est Victor Hugo le sang. Un passionné de Victor Hugo. Allez, on vous a affiché la question suivante. On te laisse l'énoncer. Qu'est-ce qu'un calligramme A? Un poème dont les vers sont réguliers, dont tous les vers sont réguliers, pardon. B, un poème dont tous les vers sont irréguliers. C, un poème dont la disposition des mots réalise une forme graphique, un poème dessin. Ou D, un mot dont l'inversion de l'ordre de ses lettres peut donner un autre mot. Donc voilà, ici on est a priori plus dans le théâtre. Non, j'ai plus l'impression. Donc voilà, déjà ça c'est pas un grand scoop, mais je le dis. Ensuite, voilà. Moi j'ai une question pour toi. Youssef te demande comment lui conseilles-tu de réviser son épreuve d'oral qu'il passe le 11? Alors, le 11 juin ou le 11 juillet déjà? Ça doit être le 11 juin. Moi, j'aurais dit 11 juillet parce que souvent... Mais ça doit être le brevet, du coup. Ça serait le brevet? Ouais, j'imagine. Oui, parce que du coup, français 11 juin, je pense pas que c'est faisable. Français de première. Et pour réviser son oral, je sais qu'il y a plusieurs thématiques en brevet par rapport à l'oral. Après, il faut bien préparer son plan. Il me semble que vous avez un plan à préparer dans tous les cas. Et surtout, s'entraîner. Il me semble que vous avez une limite de temps. Moi, certains de mes élèves ont choisi le parcours, comment ils appellent ça, orientation, quelque chose comme ça, et ils doivent tenir 4 minutes. Donc voilà, surtout entraînez-vous et il faut voir si vous tenez ces dites 4 minutes. Surtout pour tous les oraux, quand il y a un entretien derrière, essayez bien d'aller un petit peu plus loin que ce que dit votre exposé, car on peut vous le poser en question d'entretien. Moi, je me souviens d'une élève qui avait fait une récitation de cours super pendant son oral sur les Beatles à l'époque. Et après, quand on lui avait demandé des questions toutes bêtes sur le groupe, type sont-ils vivants, sont-ils encore ensemble, elle ne savait pas répondre. Du coup, voilà, ne vous contentez pas simplement d'apprendre votre cours, allez un petit peu plus loin quand même. Allez, on passe à la réponse. Du coup, il y avait peu de propositions. Ah, du coup, ils ont peut-être un peu plus séché là. Ouais, j'ai l'impression. Du coup, oui, un calligramme, c'est, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous pouvez taper les calligrammes d'Apollinaire. C'est Apollinaire qui invente le calligramme. En fait, c'est quand on va écrire, on l'a tous fait en étant enfant, hein, je pense. On va écrire un texte, ou plus particulièrement un poème, et on va l'écrire de façon à faire une forme avec. Et souvent, cette forme va être en lien avec la thématique. Donc, Apollinaire, on a fait un très connu où son poème est dessiné, écrit, sous forme de tour Eiffel. Il y a aussi sous forme d'une femme. On peut faire sous toute forme. Donc, voilà ce qu'est un calligramme. Très bien. On passe à la question suivante. Pourquoi la rime a-t-elle émergé, donnant ainsi naissance à la poésie? A. Car la rime avait une fonction mnémotechnique. B. Car la rime est noble. C. Car la rime est triviale. D. Car sans la rime, il n'y a pas de poésie.
Donc voilà, c'est souvent les élèves se posent pas la question de pourquoi la rime ça nous intéresse tant. C'est vrai. D'où ça vient ce principe qu'on retrouve à la fois et en chanson et en poésie. Voilà, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on aura des questions? Alors, Ripsy nous dit Dormesson est mort en décembre et ils adorent rendre hommage pour le bac. Est-ce qu'on aura un texte de Dormesson? Peut-être. Ouais, moi j'aurais dit que non quand même. Ouais. Et en plus, je me demande si les sujets de bac sont pas faits À avant l'avance. cette date. Ah oui, d'accord. Donc dans ce cas-là, après là j'avoue que je sais pas du tout. Ah bah non, ça on peut pas savoir. Et ensuite, je sais pas, moi je verrais pas un texte de cet auteur, mais why not hein. Donc, est-ce qu'on aurait des autres questions? Des autres questions? Je passe l'oral le 2 juillet, ça me laisse le temps de révision, c'est pas mal avec 19 lectures analytiques. Bon courage. Oui, mais non, ça laisse pas mal de temps hein, quand même, bon courage. Tout dépend toujours aussi d'où vous placez. Si tu as déjà bien révisé pour ton oral blanc, tu connais déjà pas mal de textes, hein, donc t'es bien je pense. Alors, on va passer à la réponse. Alors oui, on vous affiche le petit encart vous disant que demain, vous avez donc de l'histoire-géographie avec les cartes de géo. Alors, la rime a émergé car elle avait une fonction mnémotechnique. En effet, vous avez déjà dû constater que quand vous chantez une chanson, des fois vous n'êtes pas trop sûr, vous pensez que vous vous en rappelez pas, vous n'êtes pas trop sûr du dernier mot. Et comme des fois certaines chansons sont faites en rime, d'une parole sur l'autre, la parole vous sort plus facilement. C'est exactement ça. Quand les poètes du Moyen-Âge ont commencé à vouloir se souvenir de textes, ils ont vu que la rime, ça leur permettait d'apprendre plus facilement le texte. Du coup, question suivante. Allez, question suivante. De quel poème provient cette citation de Verlaine? De la musicalité avant toute chose. Les fleurs du mal, l'art poétique, zone ou poème saturien. Du coup, est-ce que toutes les propositions sont de Verlaine? Je vous le dis pas. Est-ce que toutes les propositions sont des poèmes? Je vous le dis pas. Donc, à vous de voir de ce côté-là. Alors, question de Valou. Comment bien définir sa problématique et son plan au commentaire? Comment bien définir sa problématique et son plan au commentaire? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, Valou, par définir. Est-ce que tu veux dire exprimer? Ouais. Si c'est le cas, on va toujours favoriser des formules courtes. Hein. Même dans le supérieur, les futurs profs qui se préparent au CAPES à l'agrégation évitent les problématiques super longues, parce que souvent ça veut dire que c'est pas clair. Et surtout, on fait bien un plan qui, dans ces énoncés de partie, annonce déjà un peu la réponse à la problématique. Hein. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on part bien. Si on dit on va se demander comment, vu qu'on est dans la question indirecte, on ne mettra pas de point d'interrogation à la fin. Sinon, on peut faire on va se demander 2 points et là on dit la question. Donc voilà, faire attention à ces petites erreurs de syntaxe aussi. Alors, Mythe sur Facebook nous dit les fleurs du mal égale Baudelaire, smiley cœur. Eh ben, oui. C'est bien d'avoir des fans de poésie. Oui, tout à fait. Je l'avais même vu sur YouTube. L'un d'entre vous avait bien dit que les fleurs du mal, c'était Baudelaire. Donc on retire la A. Voilà, déjà une petite aide de la part de certains. Mais je pense qu'on va pouvoir afficher la réponse. Je pense aussi. Ouais. Là, c'est de la connaissance de toute façon. Art poétique de Verlaine, zone étant de Apollinaire, et poème saturien étant un recueil de Verlaine. Donc non pas un poème. On peut passer à la suite. Allez, suivante. Quelle est la structure d'un sonnet? A, 3 tercets et 3 quatrains, 2 dizains, C, 3 quintiles et 2 dizains, D, 2 quatrains et 2 tercets. Donc ici, pareil, connaissance, c'est une question qui m'avait été posée à mon bac de français, à mon oral. Et Ripsy nous dit même l'art poétique, c'est Boileau, les fleurs du mal, Baudelaire. L'art poétique, c'est Boileau. Alors, si c'était le cas, je me serais royalement plantée, mais je ne pense pas. Boileau et Verlaine ont tous les deux écrit un art poétique. C'est signé élève de première. Oui, pardon. Mais moi, là, du coup, je fais référence à de la musicalité avant toute chose. Boileau écrit plutôt sur les unités de temps.
un moment. Il y a une citation très connue là-dessus. Voilà, de la musicalité avant toute chose. Pardon, j'ai eu un petit bug, je me suis fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien Verlaine, non? Alors là c'est plutôt une notion que tout le monde a saisie, que ce soit sur Facebook. Très bien. Et même Mick qui est en feu, oui, ce soir, qui nous dit Rimbaud était le dieu incontesté du sonnet. Et du coup, tout le monde nous propose la réponse D. Ok, ben moi ça me va. Hein. Donc bravo à tous, c'est de la question de cours et vous la connaissiez, donc très bien. On passe à la Parfait. suite. Allez, on passe à la suivante. Quel mouvement littéraire s'est peu intéressé à la poésie? A. Le romantisme. B. L'humanisme. C. Les Lumières. D. La Pléiade. Donc, ouais. c'est à vous de voir. Là, c'est vraiment de la question d'histoire littéraire. Néanmoins, si vous ne connaissez pas tous ces mouvements, par déduction, en réfléchissant un petit peu, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Alors, Balou te demande est-ce bien d'ajouter des citations dans un commentaire? Est-ce bien d'ajouter des citations dans un commentaire? Si ce sont des citations du texte, oui. Si ce sont des citations hors texte, d'autres choses, non. À la limite, en accroche, pour commencer, ça oui, ça peut même être très très bien, dans son intro. Et pourquoi pas, pour pousser, pour pousser l'ouverture en conclusion, une ou deux à la limite pour faire un parallèle. Par exemple, si tu veux montrer que le texte est classique et que tu as une citation qui parle du classicisme en poésie, j'en sais rien, là tu pourrais le dire, mais attention que ce soit bien pertinent et surtout ne pas se dérober du texte qu'on étudie en mettant plein de citations dans notre texte. Ok, donc ça aussi, c'est une notion comme Ripsy qui a trouvé la question easy. Easy peasy. Alors du coup, on peut afficher la bonne réponse et c'était... C'était les Lumières, bravo. Moi, je trouvais pas que c'était si easy que ça, mais tant mieux. En fait, oui, quand on y pense, les Lumières ont beaucoup écrit sur la raison. Ils voulaient absolument qu'on ait des textes méthodiques, réflexionnés, raisonnés. Et le texte poétique est plutôt lié à la passion, opposée de la raison. Donc, en effet, les Lumières ne se sont pas trop intéressés à la poésie. Allez, on peut passer à la question numéro 16. Qu'est-ce qu'un hémistiche? Question de cours. A. Le quart d'un vers, notamment de l'alexandrin. B. Le titre d'un vers, notamment de l'alexandrin. Le tiers d'un vers, pardon. C. La moitié d'un vers, notamment de l'alexandrin. Et D. L'ensemble d'un vers, notamment de l'alexandrin. Donc a priori, on est sur du notamment de l'alexandrin. Mais s'agit-il d'un quart, d'un tiers, d'une moitié ou de l'ensemble? À vous de voir. Alors, est-ce qu'on... On a notre community manager qui répond bien. On dit souvent qu'il vaut mieux jouer la sûreté avec le commentaire. Eh ben, c'est Baptiste qui vous répond ce soir. Que ce soit sur Facebook et sur YouTube, il fait les deux. Ok. Plein de boulot. On a pas mal de monde sur Facebook qui est en train d'interagir. Donc c'est cool, merci à vous de nous suivre. J'ai eu 11 sur 20 à mon premier bac blanc de français sur l'argumentation en seconde. Qu'en pensez-vous? À mon premier bac blanc sur l'argumentation en seconde, déjà c'est terrible de faire, c'est génial de faire des bacs blancs depuis la seconde. Donc en effet, si on t'a évalué comme si on t'évaluait comme si tu étais en première, il y a de l'idée. Et moi je me souviens qu'en seconde, à ma première dissertation, j'avais eu 11 et j'avais été complètement dépitée en me disant je vais y arriver. Et voilà. Si, au final. Finalement ça passe. Alors, la plupart des propositions sont la réponse C. Est-ce que ça te satisfait? Oui, bravo. Oui. Très bien. N'oubliez pas néanmoins que un alexandrin pourra avoir un rythme ternaire, donc 3 x 4 et pas non simplement 2 x 6 et avec 2 hémistiches. Mais bravo à vous, on a des personnes qui révisent bien leur cours là. Alors, on passe à la suivante, sauf si tu as quelque chose à... Oui, Mick sur Facebook nous dit « Césure à l'hémistiche égale bonheur. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas, par exemple, tiré du CID. » Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Oui, a priori. Bravo. Bravo, j'étais en train de compter mes vers, mon pied, pardon. Alors, qu'est-ce qu'une synérèse? A. La prononciation d'une syllabe en 2 phonèmes. B. La prononciation rapide d'un vers. C. La prononciation de tous les E normalement muets. D. La prononciation de 2 phonèmes en une syllabe.
Alors, Sarah te demande combien toi t'as eu au bac de français? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Est-ce que tu veux Alors, le dire? je veux bien le dire, Ouais. mais en fait, je suis pas très fière parce qu'à l'écrit, j'ai eu 12. Et Ouais. c'était une de mes moins bonnes notes. Je pense que c'est la moins bonne note de tout mon bac. Eh ben justement, ça a été peut-être ça le déclic qui t'a dit bon bah voilà. En tu fait, bosses du non, français. à l'oral, j'ai eu 18 et si je peux me la péter, après en littérature, j'ai eu 20. Ah oui. Donc, mais l'oral de français, je me souviens que ce jour-là, en fait, moi, Ça a été- justement, je m'étais dit, je vais prendre l'invention, Ouais. quoi qu'il arrive. Et ce jour-là, ça m'inspirait pas du tout et j'ai quand même foncé. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire, ne vous obstinez pas, je veux cet exercice. Parce que ça se trouve, ben non, ce jour-là, ça va pas, quoi. Alors, on te demande un phonème, c'est Un quoi? phonème, c'est Un quoi? phonème, pardon. C'est une unité phonétique. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme un équivalent de syllabe. Hein. C'est un son, un phonème. Tu sais, phonème, phonétique, téléphone, c'est tout ce qui est relatif à la phonie, donc au son. Alors, des propositions, peu de propositions. C'est quelque chose, j'ai l'impression que vous bloquez un petit peu. Oui, alors ben, là, on est face à un terme qui est en effet un peu plus technique. Hein. Je vous donne un petit indice, on oppose souvent la synérèse à la diérèse. Donc, est-ce que ça vous aidera? Alors, cette année, vous pensez que l'on va passer sur quoi en français, sachant qu'on a à Pondichéry, ils sont passés sur le roman. Alors, Pondichéry et le bac métropole ont vraiment rien à voir, ou peuvent avoir à voir. Donc, malheureusement, on n'a pas de pronostic, Julia, sur ce qui pourrait tomber cette année. Oui, en effet. Hein. Tu peux compliqué. regarder dans les annales, il y a des choses qui tombent moins que d'autres. Bon, en général, on vous donnera rarement, par exemple, en écriture d'invention, écrire un poème, voilà. Mais si ce n'est ça, nous, on n'en sait vraiment rien. Hein. Ouais. On peut absolument Non, rien malheureusement, dire. on peut rien. Enfin, si on avait, on vous dirait, mais malheureusement, on n'a rien. Oui, c'est... Allez, on va passer à la réponse de la synérèse. La prononciation d'une syllabe en deux phonèmes. La prononciation d'une syllabe en deux phonèmes. Est-ce qu'on était bien sur ça, la prononciation? La synérèse, c'était la D, à moins que je sois en train de me taper un gros bug. Mais bon, bref, diérèse, synérèse, à moins que j'ai un gros bug, c'est quand on a une syllabe et quand vous allez la compter, vous allez devoir soit la diviser ou non. Donc voilà. Alors, on vous a retiré vu que c'était pas la bonne réponse. Donc, la bonne réponse était la D. Sauf si je viens d'avoir un énorme bug mental, ce qui pourrait arriver, mais donc si quelqu'un parmi les élèves se sent d'aller checker, n'hésitez pas, parce que ça arrive des fois, surtout quand on se sent un peu démuni, genre... Oui, non, ça se peut que ce soit une petite erreur de notre part. Allez, on passe à la question suivante. Du coup, quant à la prononciation d'un vers et le décompte de ses syllabes, laquelle de ces affirmations est juste? Un E est toujours prononcé. Un E peut être muet. Un E est muet quand il est suivi d'une voyelle. Un E est muet quand il est suivi d'une consonne. Donc, c'est par rapport à la prononciation du E. Est-ce qu'un E en poésie est toujours prononcé et donc compté au moment du décompte des syllabes? Est-ce qu'un E, il peut être muet? Est-ce qu'un E est muet quand il est suivi d'une voyelle ou est-ce qu'un E est muet quand il est suivi d'une consonne? Donc ici, il y a deux choses qui a priori sont contradictoires, c'est la C et la D. Ensuite, un E est toujours prononcé et un E peut être muet, c'est contradictoire aussi. Après, vu qu'on vous dit qu'un E peut être muet et qu'ensuite on vous dit un E est soit muet devant une consonne ou soit muet devant une voyelle, on peut avoir une combinaison de réponses. À vous de voir. Alors, sinon, j'ai la définition de la synérèse. Donc, la synérèse est la prononciation de deux voyelles contiguës d'un même mot en une seule syllabe. Oui, donc il me semble que, à moins que j'ai eu un bug... Il me semble que c'était la D. Ouais. Du coup, c'était la bonne ou la mauvaise réponse? Une syllabe en deux phénomènes. La prononciation d'une syllabe en deux phonèmes, et là, on nous dit la prononciation de deux voyelles contiguës. Non, c'était la D, du coup. Ok. Autant pour nous. Non, ça va, au moins on est réactif et oui, puis on fait intervenir les élèves, donc c'est très bien. Alors, on nous dit des réponses plutôt variées, soit la C, soit la B, soit même la D.
Du coup, là, en fait, ce qu'on remarque avec soit la question d'avant, soit celle-ci et vos réponses, c'est que vous êtes un peu moins au point sur tout ce qui est prononciation de la poésie, j'ai en fait. l'impression, ouais. Du coup, ça peut être logique. Ne vous inquiétez pas, quand vous lirez le poème lors de l'oral, par exemple, on ne vous demandera pas de le lire vraiment en faisant les E muets, non muets. On sait très bien que pour vous, ça voudrait dire penser à toute la théorie en même temps que la lecture le jour d'un oral du bac. Bon, on ne va pas vous en demander autant. Néanmoins, ça peut être intéressant pour votre commentaire, si à l'écrit. Donc voilà. Alors, on va vous afficher la réponse. Alors que je vois, un E est muet quand il est suivi d'une voyelle. En effet, pourquoi? Parce que si tu dis la table à manger, tu vois, quand tu le dis, tu dis pas table à manger. Oui, bien tu sûr. dis table. Donc le E, il saute, donc il est muet. Et du coup, oui, la B, ça fonctionnait aussi, puisque un E peut en effet être muet. Allez, question 19, avant-dernière question. Observez ce vers, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. S'agit-il d'un alexandrin, d'un décasyllabe, d'un octosyllabe ou d'un hexasyllabe? Alors, donc on là, vous laisse compter sur vos doigts. Voilà, moi je le fais de mon côté. Alors, Valou te demande... J'attends que tu finisses de compter. Ok, c'est bon, C'est je bon voulais être sûre de moi. Ok. Combien de textes doit-on apprendre en première pour l'écrit et l'oral? Combien de thèses ou de textes? De textes. Oui, j'ai un peu de mal avec les De combien de textes doit-on apprendre en première pour l'écrit et l'oral? En fait, ça dépend un peu des professeurs et des filières, le nombre de textes que tu auras pour l'oral. Et ensuite, donc évidemment, si ton professeur t'en a donné une vingtaine, il faudra a priori apprendre les 20. Si ce n'est, sauf si tu te sens d'y aller comme ça, parce que tu fais des commentaires hyper facilement. Dans ce cas-là, why not, hein. Mais après, pour l'écrit, tu ne dois pas apprendre de texte, mais c'est toujours bien d'avoir des exemples à l'esprit. Donc c'est à toi de t'entraîner sur par exemple des sujets de dissertation et de voir si tu as beaucoup d'exemples qui te viennent ou non. C'est pour ça que souvent les élèves disent on apprend l'oral après avoir passé l'écrit, ce qui peut en effet être une stratégie, mais apprendre déjà l'oral avant de passer l'écrit, ça vous donne des exemples pour votre écrit, par exemple pour la disserte. Donc ça peut être une stratégie aussi. Alors ici, ça est donc la réponse A qui revient le plus. Donc est-ce que vous avez bien compté? Oui, bravo. Donc justement là on avait un tout m'affligé avec le E qui devient muet de m'afflige. Voilà, donc on a un exemple, une application de ce qu'on a dit avant. On peut passer à la suite. Oui, à la dernière question. Déjà. Eh oui, ça va vite. Qu'est-ce qu'une rime suffisante? A. Une rime constituée de la reprise d'un phonème. B. Une rime constituée de la reprise de 2 phonèmes. C. Une rime constituée de la reprise de 3 phonèmes. D. Une rime constituée de la reprise de 4 phonèmes. Donc c'est ce que je vous disais. Phonème, unité de son. Donc par exemple, A peut être un phonème, mais si on met AN ensemble, ça va faire le son AN. Donc c'est un autre phonème, c'est un son, hein, une unité de son. Donc une rime suffisante, est-ce que c'est une rime qui est constituée de la reprise d'un seul son, de 2, de 3 ou de 4? Donc question de cours, hein, là encore, purement et méchamment. Donc on a quelqu'un qui nous dit que l'écrit est dans 2 jours, mais où ça? Ouais, ça doit être peut-être pour le brevet, mais ça me paraît bizarre sinon. Et on a qui se rend compte que le bac est dans 2 semaines. Oui, en effet. Là, on n'est même plus dans la dernière ligne droite. Là, on voit même la ligne d'arrivée. C'est pas pour vous stresser. Voilà, 18 juin. 18 juin, ouais. Toutes les filières excepté les pros à 14h, si je ne me trompe pas. Avec la philo. Ah, donc voilà. Non, c'est le matin à 9h, il y a philo. Oui, moi je parlais du bac de français. Ah oui. Pardon, je restais dans oui. Mais sinon, ça commence à tout le monde à 8h pour comme d'habitude, par la philo. Une belle ouverture. Oui. Que je pense toutes les personnes qui ont passé le bac regardent quand même chaque année en signe soit de trauma, ouais, bien sûr. soit de je veux montrer que je suis toujours capable. Ça fait l'ouverture des journaux télévisés. Oui, mais c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Du coup, ici, est-ce qu'on avait des réponses? Toi qui regardes un peu plus que moi.
Oui, on a eu que des réponses B. Que des réponses B. Mais qu'est-ce qu'on nous dit là-bas avec nos petites couleurs? Eh ben, on nous dit que c'est pas si mal. Donc, en effet, la reprise de 2 phonèmes, on parlera de rimes pauvres pour la reprise d'un seul phonème et de rimes riches pour la reprise de 3 et plus. Évidemment, 4 phonèmes. Évidemment, si on commence à reprendre des mots en entier, c'est encore différent. Donc voilà, ça peut être intéressant à relever lors d'un commentaire. Exactement. Voilà, bon, bah écoutez, on est arrivé à la fin de ces 20 questions. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toi aussi pour toutes tes explications. De rien, de rien. Le bac dans 2 jours, c'était en Tunisie. Donc, ok. ouais, un bon courage à tous ceux qui le passent de partout dans le monde. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement notre application Bac. Vous avez juste à aller sur votre store, que ce soit Apple ou Android, à taper Bac, si vous faites par exemple Bac S DigiSchool, ou Bac ES, Bac L, Bac STMG, et vous aurez du coup la petite application qui est téléchargeable gratuitement, dans laquelle vous avez des fiches de cours, des quiz, des vidéos, plein de notions, plein de conseils. Donc n'hésitez pas à la télécharger ou à vous rendre directement sur le site de DigiSchool. Alors Jonathan, je ne veux pas faire la relou. Il y a Baptiste qui nous dit attendez, il y a encore des questions. Alors il y a encore une dernière? Oui, on va en prendre quelques-unes. Quoi mettre dans une ouverture de commentaires? Dans une ouverture de commentaires, a priori, on partira sur une réflexion personnelle. Donc, qu'est-ce que je vous donne un exemple là tout de suite. Vous avez fait un commentaire justement sur une partie d'Hernani, drame romantique, etc. Et ensuite, non, vous venez de faire un commentaire voilà, sur le romantisme et vous avez montré à quel point ce texte renversait les codes classiques. Vous pouvez, je ne sais pas, je dis vraiment un peu n'importe quoi, en conclusion, faire une question, ou non pas sous la forme d'une question, évoquer un raisonnement où vous direz, mais d'ailleurs, le romantisme ne s'est-il pas construit en opposition au classicisme uniquement? Voilà, en fait, c'est comme si vous avez terminé de traiter votre sujet, mais vous voulez montrer que la littérature ouvre à des milliers de portes et de questions, et que là, vous lancez un autre sujet, en fait. C'est comme si maintenant, c'était vous, l'examinateur, qui lance un autre sujet pour que quelqu'un fasse une autre dissertation. Alors, allez, on prend une dernière question. Une dernière. On nous demande qu'est-ce que la poésie baroque? Qu'est-ce que la poésie baroque? Poésie baroque du XVIIe siècle, un peu a priori. Poésie qui va être très riche, c'est-à-dire c'est un peu les bling-bling de l'époque, les baroques. Donc beaucoup d'hyperbole, beaucoup de gradation, d'accentuation, donc des formes un peu lourdes, beaucoup de thématiques comme l'instabilité du monde, parce que les nouvelles découvertes viennent tout chambouler, des thématiques comme la guerre, les guerres de religion, avec notamment Agrippa d'Aubigny dans les tragiques, et aussi des fois des thèmes comme l'illusion du réel et l'eau ou le feu, qui représente l'instabilité, comme je disais, l'instabilité du monde, l'instabilité de la vie, la flamme qui s'éteint, la vie qui s'éteint, voilà. Parfait. Petit résumé rapidos. Ok, on va s'en arrêter là. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toutes les équipes qui ont bossé sur ce live. Je les vois s'activer derrière. On vous souhaite une bonne soirée de révision. On vous dit à demain pour vous, dès 14 h il me semble, avec l'histoire géo sur les cartes du monde. On se retrouvera avec Vanessa et on vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt chez DigiSchool. Bon courage, bonne soirée.